Donc je me présente, hein, Jonathan Laden. Je suis donc docteur en bio et géostatistique et je suis donc depuis, 1 an, data scientist, chez My Data Models. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sujet suivant qui est comment interpréter des modèles donc de machine learning qui vont prédire en fait ou diagnostiquer si des patients sont atteints ou non, du Covid-19. Alors c'est parti, je vais vous d'abord expliquer un peu le contexte et comment on en est venu à simplement à traiter ce cas d'usage. Tout d'abord, tout commence avec donc le docteur David Darmon. Il est vice-président politique de santé, à l'université, de Côte d'Azur, donc UCA, et également directeur, du département d'enseignement de recherche en médecine générale de l'université de la faculté de Nice. Et en partenariat donc avec sa DSI, avec son système, sa direction de système d'information de l'université, ils ont mis en place donc une plateforme qui va héberger en fait des consultations de médecine de ville, donc de médecins généralistes, qui étaient donc pour objectif de venir diagnostiquer ou pas si le patient était atteint du Covid-19. Donc, dans les faits, il y a 957 médecins généralistes qui se sont prêtés au jeu, dans plus de 16 régions françaises différentes. Et donc moi, j'ai que les chiffres de mai 2020, donc après, il y a bientôt 2 mois, et il y avait plus de 1800 consultations dans cette plateforme-là. Ensuite, je vais vous parler donc de nous, de My Data Models, donc start-up basée à Sophia Antipolis, qui développe un logiciel, donc un outil qui veut démocratiser en fait le machine learning pour tous et qui est à usage autonome. Donc, on veut à la fois vulgariser l'utilisation du machine learning et permettre à des utilisateurs de, sans les connaissances expertises en machine learning, créer des modèles, les utiliser, les comprendre surtout. Pendant le Covid, la plateforme a été mise à disposition gratuitement pour toutes les organisations publiques qui étaient sur la thématique de Covid-19. Et elle a également mis à disposition, donc gratuitement, ses data scientists, dont moi. Euh, L'idée donc de My Data Model, c'est également de créer des algorithmes de machine learning qui sont spécialisés sur le small data. Il faut savoir que le small data, c'est qu'on n'a pas énormément d'observations d'un phénomène qu'on cherche à expliquer. Donc c'est la majorité du temps, c'est ce qui arrive. Et le deuxième objectif qui concorde en même temps, c'est de chercher à faire des modèles qui sont interprétables. Donc interprétable, ça veut dire qu'un humain peut facilement comprendre comment sont prises les décisions qui sont faites par l'algorithme d'intelligence artificielle. Nous sommes accompagnés donc par Marc Schonauer, qui est directeur adjoint de l'UNRIA, et au sein de My Data Models, nous sommes 5 chercheurs PhD spécialisés en machine learning pour un total de 30 personnes dans la startup. Elle a été lauréate dans la 20e édition du concours ILAB par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, lauréate Innovation SEO Digital Sauce par le pôle LCS, et nous sommes accélérés par Alliance, LVMH et Thales. C'est fini. Je vais parler maintenant de la problématique donc du Covid-19. Actuellement, les médecins généralistes, ils sont en première ligne face à cette nouvelle maladie, et c'est en général le premier pas que vont voir les personnes qui ont des soupçons d'avoir cette maladie. Le SRAS-CoV-2 est encore largement méconnu, on le sait tous, et on ne connaît pas exactement les symptômes, quelles sont les séquences de ces symptômes, les effets à long terme et s'il y a des séquelles. Donc le diagnostic et la prise en charge de ces patients est difficile, et les tests systématiques sont hélas encore impossibles. Donc la collaboration qu'on a eue ensemble avec le docteur Darmon, la plateforme et My Data Models, ça avait pour objectif les suivants. Donc aider la médecine de ville à mieux diagnostiquer effectivement le Covid, c'est-à-dire on va essayer de voir si on peut trouver des signaux qu'il faut qu'on arrive à mieux diagnostiquer quand un patient en face de nous a ou non le Covid. Créer un modèle de machine learning qui facilite l'identification des symptômes, donc les plus, on va dire, précurseurs du Covid-19, et le Graal, développer un outil d'aide à la décision complet en temps réel pour aider les médecins qui veulent utiliser la plateforme. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du jeu de données. Donc, qu'est-ce qu'on a réellement collecté par les praticiens dans cette plateforme-là. Donc il faut d'abord savoir qu'on n'a pas commencé de but en blanc sur tout le jeu de données. On a regardé par un POC, donc un Proof of Concept, sur un jeu de données réduit, si on arrivait à obtenir des résultats donc confortants pour aller ensuite dans une étude plus poussée, et c'est ce que je vais présenter ce soir.
Donc on va uniquement regarder les patients donc des Alpes-Maritimes et à l'époque, donc il y a 2 mois, il y avait 117 patients différents, qui avaient contracté ou non, le Covid, renseignés dans cette plateforme. Il faut savoir qu'il y avait un total de 144 consultations parce que certains, patients revenaient, plus tard, pour voir si l'évolution de leurs symptômes ou voir comment ça se passait. Il faut savoir aussi qu'une majorité de ces patients renseignés sur la plateforme vont être diagnostiqués ayant le Covid. Donc, c'est plus que la vraie prévalence dans la population générale. C'est juste que je pense que les médecins qui vont sur cette plateforme, qui veulent aider Covid, ont plutôt tendance à voir des cas Covid et les renseigner sur la plateforme. Donc, au total, est-ce que vous voyez ma souris quand je la bouge, j'imagine? Oui, merci. On avait 89 variables, donc en tout de mémoire, il y a 60 symptômes qui sont suivis. Je vais en évoquer quelques-uns. On avait 144 patients réels qui ont suivi des consultations et il y avait environ 4,5% des informations qui étaient manquantes. Donc c'est peu. Ce profilage donc, a été effectué avec une librairie open source et Python qui s'appelle donc Panda Profiling et c'était Python et c'était la version 3.6. Ensuite, donc voilà une matrice un peu du jeu de données général. Chaque colonne est un paramètre qui a été suivi par le praticien, par les praticiens, et chaque ligne est une observation. Et quand vous voyez en fait une information manquante, c'est simplement qu'il n'y avait pas d'information, que le praticien n'a pas renseigné l'information, qu'il ne l'a pas prise. Donc on se rend compte que sur les 4,5% de données manquantes, la plupart se trouvent dans les mêmes colonnes, à savoir la colonne où il y a le plus de données manquantes, c'est l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. Et effectivement, le praticien soit ne prenait pas le temps de la prendre, soit ne pouvait pas la prendre parce que c'était en téléconsultation. Alors comme je vous l'ai dit, la majorité des diagnostics qui ont été effectués donc réellement par la plateforme vont avoir tendance à prédire que le patient a ou est diagnostiqué par le praticien en tout cas comme ayant Covid et 82,6% des 117 patients sont diagnostiqués ayant le Covid. Donc on verra que ça a son importance puisque si on va faire apprendre un logiciel de machine learning à venir prédire ou pas Covid, si la majorité des observations qu'il a sont Covid, eh bien, il va avoir ce biais naturel qui va aller être aussi de surestimer, de surprédire Covid. Donc on a trouvé une solution pour ça. Hop là. Donc par exemple, tous les graphiques que je vais vous montrer sont faits avec la librairie open source qui s'appelle Plotly. Donc je vais vous parler de quelques symptômes qu'on peut retrouver dans cette plateforme. Donc, par exemple, on peut retrouver les douleurs thoraciques. Donc là, c'est une question qui est posée lors de la consultation et on demande donc au patient de venir noter s'il a des douleurs thoraciques entre 0, aucune, et 10, très intenses. Donc on peut voir que la majorité des patients n'ont pas de douleurs thoraciques. Ici, on voit que la majorité, la distribution se trouve à 0, il n'y a pas de douleur thoracique. Donc ça, c'est une donnée qui est catégorique, ordinale, on peut même la ranger et on va pouvoir la prendre en compte dans Tadareusement. On a aussi des questions fermées, donc ce sont des données qui sont dites binaires avec deux types de réponses. Par exemple, ici, la question, c'est est-ce que vous avez des écoulements nasales ou un écoulement nasal? Et il y a deux réponses possibles, non, je n'en ai pas, ou oui, j'en ai. Et donc ça, c'est renseigné sur la plateforme, c'est un autre type de variable qu'on doit pouvoir prendre en compte. Et la dernière, ce sont des variables donc, numériques qu'on mesure. Et là, c'est pendant la consultation, le médecin généraliste va demander au patient de compter à haute voix, sans prendre de respiration, jusqu'à un chiffre maximum. Donc là, par exemple, on se rend compte que le chiffre maximum, une personne a compté jusqu'à 65 et la plupart vont compter jusqu'à 28. Hop. Donc notre objectif, donc je vais le rappeler, c'est trouver au sein des 60 variables qui sont mesurées. Donc il y en a d'autres, peut-être l'âge, le poids, la température, le pouls, la pression, il y en a plein. Je ne vais pas tous les énumérer, mais l'idée c'est d'essayer de trouver dans ces paramètres s'il y en a qui sont les plus précurseurs, les plus marquants en fait, pour venir diagnostiquer facilement une personne atteinte de Covid ou pas. On cherche également à avoir des modèles qui vont prédire à quel point il est sûr de lui, quand il va nous aider, ou en tout cas nous dire, moi je pense que ce patient a Covid. Donc il faut que le modèle nous donne la probabilité de sa certitude. On va essayer également d'avoir un modèle qui explique quand il prend une décision, donc quand il va nous aider à dire, je pense que cette personne a Covid ou pas Covid, qu'est-ce qui fait qu'il prend cette décision. Donc ça, c'est très important pour nous et spécialement pour les questions de transparence dans la thématique de la santé, tout simplement. Et à la fin, c'est aider si on peut avoir une meilleure prise en charge du patient. C'est-à-dire si on peut avoir si on a un patient souffrant, si on peut poser les bonnes questions rapidement et peut-être prendre un aiguillage différent pour un patient qu'on va justement diagnostiquer comme Covid, eh ben on peut aider à une meilleure prise en charge de ce patient-là.
Donc je vais vous introduire la méthodologie qu'on utilisait dans ce cas d'usage. La première étape a été le nettoyage du jeu de données. Donc effectivement, comme c'est rempli par des humains, il y a toujours des erreurs de typographie. Donc on peut par exemple se rendre compte qu'un patient à une température de 384 degrés Celsius. Bon, on imagine que c'est 38,3, c'est une erreur de typo. On a par exemple, en fonction de qui tape, en fonction de son clavier, on a des erreurs d'encodage. On avait par exemple des lignes qui étaient dupliquées, parce qu'au moment où on importe ou on exporte la base de données, il y a des erreurs. On avait également des colonnes qui étaient extrêmement vides, comme je vous ai parlé de l'IMC. Donc ça, nous, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas faire un algorithme qui 93% du temps ne va pas avoir l'information, donc il faut enlever cette variable-là. On a dû faire des pivots sur les consultations et les suivis, c'est-à-dire si un patient revient, souvent l'information ne va pas être re-renseignée par le clinicien, donc il faut donc venir mettre à jour la base de données automatiquement, et ensuite on fait des suppressions manuelles de lignes ou de colonnes qui sont aberrantes, donc ça c'est fait par moi avec mes petites mains, et par exemple il y avait des lignes de test qui sont faites par le docteur, il teste pour la première fois cette plateforme, il va remplir de données aberrantes, celle-ci se retrouve hélas, moi, juste avant que je lance notre algorithme de machine learning. Donc pour faire tout ça, j'ai utilisé donc deux librairies Python qui s'appellent NumPy, Panda, et le tout est hébergé donc dans un logiciel de type notebook qui s'appelle Jupyter. Deuxième étape, ce qu'on appelle le feature engineering. Donc là, c'est on va donner de la valeur à nos colonnes, à nos paramètres, et on va venir les transformer pour que les algorithmes de machine learning, donc d'intelligence artificielle, puissent les exploiter de façon, on va dire, optimale. Donc, une des étapes, par exemple, je ne vais pas toutes les montrer, mais c'est l'imputation de données manquantes. Donc ça, c'est dans ces 4,5% de fois où on n'avait pas d'information, on va venir prédire pour chaque variable quelle est la valeur la plus probable qu'elle est. On va regarder toutes les autres variables qui sont présentes, et pour cette valeur-là manquante, on va venir prédire quelle est la valeur la plus probable. Donc pour ce faire, j'ai utilisé une librairie open source qui s'appelle MissingPy, et par exemple, je peux vous montrer ici, l'âge, il n'y avait que 0,6% des données qui étaient manquantes, et bien on va venir corriger ces données manquantes en prédisant l'âge de la personne en fonction de toutes les autres variables, les 60 autres symptômes, ou paramètres, ou informations. Par exemple, le pouls, 43% de l'information était manquante, et là, encore une fois, bon, c'était la limite haute, mais là, encore une fois, on va essayer de prédire quels étaient les autres, on va dire 57% manquants. Deuxième étape qui était nécessaire, c'est un rééquilibrage de l'apprentissage. Donc, comme je vous l'ai montré au début, la majorité des cas qui étaient renseignés sur la plateforme, c'était quand le patient, hélas, était diagnostiqué Covid par le praticien. Dans les faits, ça c'est embêtant pour nous, puisque, comme je vous l'ai dit, notre algorithme de machine learning, il a tendance à copier la réalité et il va surestimer, il va surprédire, tout simplement les cas où le patient il va être prédit avec le Covid. Donc pour ce faire, on va venir rééquilibrer ça et on va venir créer synthétiquement de faux patients qui n'auront pas le Covid et qui sont très légèrement différents de ceux qui n'avaient pas le Covid dans la réalité. Pour ce faire, j'ai utilisé la librairie qui s'appelle Unbalanced Learn et elle va venir créer de nouveaux patients, on va dire synthétiques, qui n'ont pas le Covid. Et donc ça, c'est hyper important pour nous par la suite. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Oui, on fait de l'encodage. Donc l'encodage, on va simplement réencoder l'information. Donc au lieu de venir mettre du bleu, du vert, du rouge, on va mettre 1, 2, 3. C'est tout. Et de la dernière étape, une sélection des paramètres primordiaux avec scikit-learn. Donc là, c'est en fait, on va regarder quelles sont les variables les plus importantes. Et les variables qui ont très peu de variations, les variables qui sont très redondantes, on va s'en débarrasser automatiquement. Donc avec cette librairie. Donc je les répète ici, voilà. L'étape d'après, donc par exemple, je vous montre qu'est-ce qui se passe en cas de rééquilibrage. Pour les patients qui n'avaient pas le Covid, donc on va venir augmenter leur fréquence et on va se retrouver avec 50% du temps diagnostiqué non Covid, 50% du temps diagnostiqué Covid. Donc maintenant, je vais vous parler de la modélisation avec Tada. Donc on a pris le jeu de données de la plateforme, on l'a travaillé avec nos logiciels open source, et maintenant on va faire une petite moulinette par notre logiciel. Donc voilà un peu les descriptions techniques de Tada. Donc c'est un moteur mathématique unique qui a été développé par Madata Models et qui combine une approche, on va dire, symbolique et numérique. C'est-à-dire qu'elle va écrire les formules littéralement. Elles seront écrites comme des formules mathématiques qu'on connaît.
et donc on peut lire. Donc elles sont transparentes, on peut les exporter, on peut lire dans n'importe quelle plateforme et elles ne sont pas cachées, elles sont écrites. Tout ça, c'est inspiré des algorithmes évolutionnaires et en fait, évolutionnaires, c'est qu'elles vont mimer, on va dire, elles vont mimer toutes les fonctions de l'évolution, à savoir le brassage génétique, les mutations, le crossover, et au lieu de faire évoluer donc, des êtres vivants, on va faire évoluer des formules mathématiques. L'avantage, c'est qu'on est opérationnel et performant sur du small data, comme c'est le cas là. Comme je vous l'ai dit, on avait 54 observations faites par les docteurs. Et on est en partenariat scientifique avec l'INRIA, et on a 2 doctorants de l'INRIA qui sont actuellement dans nos locaux. Pourquoi c'est un produit différenciant? On se veut simple d'usage, on veut une IA qui est interprétable, donc lisible, transparente. On veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos algorithmes. C'est pour ça qu'ils sont écrits de façon transparente. Ils sont donnés de façon même gratuite sur la plateforme. Et ça permettra d'aider la décision, puisqu'on sait quelles sont les prédictions faites et comment elles sont faites. Donc on peut choisir d'être d'accord avec les prédictions ou pas. C'est rapide, c'est sécurisé, et tout ça, c'est hébergé sur des serveurs donc certifiés HDS et hébergeurs de santé. Donc l'idée, c'est essayer de rendre le machine learning simple, accessible. Donc comme je vous l'ai dit, en machine learning, nos modèles, on va pouvoir les caractériser par 2 métriques. Donc ces métriques-là, il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus connus, ce sont les performances, à savoir quand un modèle va avoir une prédiction, est-ce qu'elle est souvent correcte ou souvent erronée? Et la deuxième, c'est son interprétabilité, à savoir, très bien, tu as une performance, mais quand tu fais une prédiction, est-ce que moi je peux comprendre ce qui s'est passé derrière? Est-ce que je peux avoir aussi les raisons, les causes de pourquoi tu fais cette prédiction-là? Souvent, ces critères sont antagonistes, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à créer un modèle qui est à la fois hyper complexe, très performant, mais hyper facile à comprendre. En général, c'est compliqué. Donc nous, on cherche à obtenir, on va dire, le meilleur trade-off entre des modèles qui sont performants, mais des modèles qui sont aussi interprétables et transparents. Déjà, on s'interdit donc ici tout ce qui est utilisation de modèles black box, c'est-à-dire qu'ils sont tellement compliqués qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et on fait une confiance aveugle aux prédictions. Donc ces modèles peuvent avoir des performances très bonnes, sauf qu'on ne sait pas ce qui se passe dedans, on voit pas la moulinette. Donc nous, on se force à utiliser donc des algorithmes qui se disent whitebox, dans lesquels ils sont en clair, on voit exactement ce qui s'est passé, et on connaît les raisons de ces prédictions-là. Donc c'est exactement ce que je vais faire là avec vous, et je vais vous montrer donc 2 modèles qu'on a obtenus. Et vous allez voir pourquoi 2 modèles, un est plus intéressant que l'autre. La fois que je vous fasse un petit cours sur comment on calcule l'exactitude, donc la performance de précision de nos modèles, ça va être assez rapide. On va faire ce qu'on appelle une matrice de confusion dans laquelle on va mettre en confrontation la réalité et les prédictions qui sont faites par nos modèles. Donc ici, vous allez avoir des valeurs réelles, donc quelque chose qu'on a vraiment mesuré dans la réalité. Donc ici, on va imaginer 1000 patients qui arrivent dans notre salle, et on va imaginer que la moitié vont être diagnostiqués Covid et l'autre moitié non. Donc la première ligne, ça va être ceux qui ont un test positif au Covid, donc qui sont malades, et la deuxième qui ne sont pas malades, donc un test négatif au Covid. En face de ça, on va avoir les valeurs que vont prédire notre modèle de machine learning. Donc savoir que lui aussi, sans avoir ce que va dire le praticien à l'avance, il va devoir dire bah, moi je vais prédire que cette personne a le Covid ou pas. Et on va mettre ces deux vues-là en confrontation. Donc on peut imaginer que 450 personnes vont être prédites à la fois positives par notre modèle de machine learning et dans la réalité, elles l'étaient vraiment. Donc c'est pour ça ici, on vient remplir 450 dans cette case qui est quand notre modèle a raison et que cette personne était réellement malade. Parfait, tout va bien. Mais à l'inverse, on peut aussi avoir, imaginons 450 personnes qui sont prédites comme n'ayant pas le Covid et qui dans la réalité ne l'avaient pas non plus. Très bien. Là, 2 cas d'erreur arrivent. C'est-à-dire que notre modèle peut se tromper de 2 façons. La première, c'est il va pouvoir dire, donc ici, il va prédire que la personne n'avait pas le Covid. Donc je prédis que la personne est négative face au test de Covid. Et hélas, dans la réalité, elle avait le Covid. Donc ça, ici, c'est une première petite erreur. Donc on a des faux négatifs. Mais on peut aussi avoir l'inverse, donc des faux positifs. Notre modèle va prédire que cette personne avait le Covid et dans la réalité, elle ne l'avait pas. Donc l'idée pour avoir la performance de nos modèles, on va mesurer donc l'accuracy. L'accuracy, c'est très simple, c'est le nombre total de prédictions correctes que j'ai fait, donc ici la diagonale qui est en verte, divisé par le nombre total de prédictions que j'ai faites. Donc plus le nombre de fois total où j'ai eu raison sur le nombre total de prédictions que j'ai faites. Donc là, par exemple, dans ce cas très simple, on avait 450
positifs et positifs dans la réalité, 450 négatifs et négatifs dans la réalité, donc sur un total de 1000, près de 1000 patients en tout. Donc 90% du temps, notre modèle était bon. Voilà. Donc, dans un modèle où nos classes sont équilibrées, donc comme on a là 500 patients malades, 500 pas malades, c'est une métrique qui marche très bien. Et c'est celle que je vais présenter pour simplifier les choses dans les deux modèles que je vais vous présenter. Donc cette métrique-là, elle permet de dire si le modèle est précis ou pas précis, on va dire. Et ensuite, on regardera qu'est-ce qu'il utilise pour être précis ou pas. Donc je vais vous présenter deux modèles. Je vais commencer par un premier. Donc un premier modèle, on a cette matrice de confusion, donc une impression écran qui est faite du produit directement. Donc on construit la même chose, cette matrice de confusion, et on regarde donc les diagonales. Donc là on voit que 48% du temps, notre modèle va prédire positif au Covid et la personne était réellement Covid, alors qu'il n'a pas l'information sur la prédiction qui a été faite par le médecin. Ils sont juste d'accord sur ces 48%. Et là, pareil, 47% du temps, il va prédire que la personne n'a pas le Covid. Et effectivement, dans la réalité, c'est confronté, 47% du temps, par contre, il n'avait pas le Covid. Donc là, si je fais la même formule que je vous ai présentée juste avant, on se retrouve avec une précision de 96% si on arrondit. Donc 96% du temps, Tada aurait trouvé un modèle qui, génial, est extrêmement d'accord avec les praticiens. Donc ça veut dire soit les praticiens prennent souvent la bonne décision, et qu'en plus, cette décision est facilement identifiable parce qu'on a un algorithme de machine learning qui, sans savoir ce que le praticien a diagnostiqué, fait exactement les mêmes diagnostics. Génial. Regardons quelles sont les variables, donc l'interprétabilité, regardons ce qui se passe dans l'algorithme. Il va utiliser 4 variables, à savoir un essoufflement à l'effort. Bon, très bien. Pour une maladie qui veut attaquer les poumons, ça fait sens. L'examen pulmonaire qui est fait par le praticien, est-ce que c'est un examen normal ou anormal? Bon, très bien. La perte de l'odorat. Bon, c'est vrai qu'on en entend parler par les médias, une altération du goût, une altération de l'odorat. Très bien. Et la dernière variable, donc ici, c'est le nom du professionnel de santé. Ah, là, ça ne va plus. Ça veut dire que, en fonction de qui vous allez voir, les prédictions qui sont faites par notre modèle de machine learning n'est pas le même. Donc, il vaut mieux aller voir certains praticiens que d'autres. Donc là, ça ne va plus. Regardons ce qui se passe dans la réalité. Donc, dans le produit, on peut également regarder quelle est la part d'importance de chacune de ces variables. Donc, on fait ça à travers une analyse de sensitivité. Et il va nous dire quelle est l'importance relative de chacune de ces variables. Donc, dans le produit, donc si je la dessine, on se rend compte que ce qui compte le plus, c'est le nom de ce professionnel de santé. Donc, ça veut dire c'est son nom réel. Ça veut dire que 62% du temps, ici, là, ce qui compte le plus, ça va être le nom de la personne que vous allez voir. Donc dans les faits, ça veut dire que en fonction de vers où on vous a redirigé, vous êtes très probablement déjà Covid-19. Ensuite, bon, l'essoufflement à l'effort compte, c'est-à-dire peut-être qu'on va vous rediriger vers un docteur qui vous aurait dit que Covid-19, mais vous n'avez pas d'essoufflement à l'effort, alors il ne va pas le faire. Et ensuite, il y a la perte d'odorat et l'examen pulmonaire. Donc, même si les performances de ce premier modèle sont excellentes, 96% c'est vraiment excellent, le modèle dans les faits, il n'est pas très bon. Pourquoi? Donc ici, donc j'ai flouté, mais en bas, c'est le nom des professionnels de santé dans la région qui ont bien voulu jouer sur cette plateforme. Et la surface en rose, c'est la probabilité que vous ayez le Covid. Donc il y a certains de ces docteurs en bas sur l'abscisse qui est 100% du temps vont prédire Covid. Donc il vaut mieux pas aller voir ces médecins-là. Il vaut mieux aller à ceux où l'air est plus basse. Donc ce qui veut en fait dire que le modèle, il a eu un énorme biais lors de cet apprentissage. Ça veut dire que les docteurs ne travaillent pas dans les mêmes lieux et probablement ceux qui ont joué le jeu sont peut-être déjà des docteurs qui sont spécialement confrontés fortement avec ce Covid. Et donc peut-être qu'un médecin qui, lui, sera un médecin généraliste, qui verra plein de personnes et qui joue le jeu, qui remplit tous ses patients, sera probablement dans ceux où l'air en bleu est la plus haute. Donc il va souvent, comme dans la réalité, on espère ne pas prédire Covid, alors que ceux où l'air, par exemple ce médecin-là, où l'air est à 100%, c'est-à-dire que 100% du temps, si c'est ce praticien, Tada va prédire Covid. Mais c'est la réalité, ça veut dire qu'on est bon 96% du temps. C'est-à-dire que ce docteur-là va majoritairement prédire Covid. Donc ce modèle-là était intéressant, mais n'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'il est trop sensible, il a appris, il est malin, il a appris qui faisait la prédiction, en fonction de qui fait la prédiction, il ajuste ses prédictions. Très bien. Étape suivante, très facilement, on enlève cette information. Le modèle n'a plus le droit de savoir qui est le médecin. Quel médecin a fait le diagnostic. Donc, la façon la plus simple,
dans le logiciel, vous lui retirez le droit d'utiliser cette variable en entrée pour faire ses prédictions. Très bien, il est à l'aveugle, il ne peut plus utiliser cette information-là. Donc encore une fois, sans cette information-là, on refait tourner notre moulinette sur le logiciel et on se retrouve avec une matrice de confusion qui est encore une fois très bonne. 45% du temps, on prédit positive et la personne était positive. 38% du temps, on prédit négatif, cette personne est négative. Très bien. On a une précision qui est de 84% généralement et plus précisément, on a très peu de faux négatifs. Ça veut dire très peu de fois, on va dire vous n'avez pas le Covid alors que vous l'avez, ce qui est vraiment indispensable en santé. C'est-à-dire qu'on préfère largement des faux positifs, c'est-à-dire je vous prédis que vous avez le Covid, vous faites des tests, vous ne l'avez pas, que l'inverse. Bon, et là, j'utilise 4 variables qui font beaucoup plus de sens, à savoir des douleurs thoraciques, un essoufflement à l'effort, la présence de maux de tête et l'intensité des maux de tête, et si on a, on va dire, de l'anxiété, si on a besoin d'être rappelé par le praticien ou pas. Là, encore une fois, on a fait cette sensitivité, et là, on est bien plus content. C'est-à-dire que 60% du temps, les prédictions vont tendance à être Covid lorsqu'on a de fortes maux de tête, lorsqu'on a un important essoufflement à l'effort. Plus on a des douleurs thoraciques, plus on va tendance à prédire Covid. Et ensuite, l'anxiété, donc si on a besoin d'être rappelé, l'anxiété du patient, va venir aussi un peu, on va dire, pondérer les prédictions. Et dans 4% du temps, c'est cette variable-là qui va faire la différence. Donc, je vais passer sur les conclusions de ces deux modèles-là. Donc, l'étude préliminaire, donc, il faut le rappeler, elle est basée sur peu de jeux de données, elle est très encourageante. À savoir, on a pu identifier, on va dire, 4 symptômes clés qui sont bons, déjà, rien que sont bons 85% du temps, on arrive à avoir le même diagnostic qu'un médecin, en ayant uniquement 4 variables. Donc effectivement, voilà, modèle exact 85% du temps. Il y a 3 symptômes clés qui représentent 95% de l'importance dans nos modèles, à savoir l'importance de ces maux de tête, si on a un essoufflement à l'effort, et l'importance des douleurs thoraciques. En plus, c'est un modèle qui a très peu de faux, on va dire, positifs. C'est ça? Non, très peu de faux négatifs, pardon. 95% du temps, lorsqu'il dit que quelqu'un est diagnostiqué Covid-19, alors il était également par le praticien. Donc, ce qui est très important. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir tendance à lancer un peu plus d'alertes, mais on va jamais dire faux négatif, on va jamais dire vous n'avez pas le Covid alors que la personne l'a, ou dans 2% du temps. Enfin, ça permet, donc ces 4 variables-là, on peut les obtenir, les maux de tête, l'essoufflement à l'effort, les douleurs thoraciques, on peut les obtenir à distance et on peut faire des premières, on va dire, téléconsultations. Il y en avait déjà dans cette plateforme et on peut peut-être isoler plus rapidement des patients qui sont dits probablement atteints de Covid et faire des tests et peut-être les aiguiller vers des services ou vers des laboratoires plus rapidement sans avoir forcément besoin qu'ils viennent dans nos, comment on dit, dans nos cabinets. En termes de limitation, donc effectivement, le jeu de données là est trop petit. 144 observations, on se rend compte qu'on a des biais d'échantillonnage. Par exemple, quand c'est en fonction du praticien qu'on a des prédictions, c'est qu'on a trop peu d'observations et qu'on n'a pas assez lissé, on va dire, la connaissance on va dire, commune de tous nos praticiens et on va dire le département de chacun des médecins compte dans les prédictions qui sont faites. Donc effectivement, on a un énorme biais d'observation des praticiens entre des praticiens qui, quand remplissent la plateforme, sont des vrais médecins de ville ou des médecins peut-être dans des services hospitaliers qui vont tendance à avoir plus Covid parce que c'est des cas plus graves ou des médecins qui peut-être jouent le jeu sur cette plateforme uniquement parce qu'ils ont énormément de Covid et qu'ils sont intéressés et donc ils vont tendance à surévaluer la présence du Covid. On s'en rend compte que 85% des gens n'ont pas le Covid, heureusement, mais sur la plateforme, on dirait que c'est le cas. Une des plus grosses limitations, et qui j'espère va être corrigée, c'est qu'il faudrait aussi un moyen de vérifier les diagnostics. Donc les médecins sont des humains normaux, ils vont se tromper dans les diagnostics qui sont faits. C'est une maladie qui est peu connue. Et il faudrait, sur cette plateforme, qu'on puisse rétroactivement venir valider avec ce qu'on appelle une grande trousse, donc avec un test, qui soit PCR ou sérologique, si la personne avait réellement le Covid ou pas. En termes de perspectives, donc, elles sont heureuses. Un projet donc ANR a été déposé, qui s'appelle Eureka, et qui sera international, interdisciplinaire entre l'UCA, Laval, Omnimed et nous-mêmes. Et on va mettre en place une architecture dite open source de stockage sécurisé. Donc, on va mettre enfin on va dire une architecture pour mettre nos modèles à l'intérieur qui puissent être utilisés par tout le monde et de façon transparente. Et ça va permettre de partager plus facilement les modèles qui sont mis en place. C'est tout pour moi, donc je vous remercie.
et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci Jonathan. Alors, on a 5 minutes pour prendre des questions. On en a quelques-unes là, donc c'est très très bien. Alors, ah oui, alors bon, bah, je pense il faut être rapide parce que je crois qu'il y a 5 questions, donc tu as 5 minutes. Après ces deux modèles, Jonathan, as-tu pu sortir, enfin MDM, non, pardon, Tada, oui, mais Data Models, as-tu pu sortir un modèle utilisable par les généralistes? Je pense que non, vu la présentation, pas encore. Non, Mais... non, non, tout à fait. Non. Je ne ferai pas un modèle utilisable par les généralistes qui a seulement appris sur 144 personnes, uniquement sur les apps maritimes. On se rend bien compte des biais d'observation qu'on a. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser certains modèles parce que justement, à l'intérieur, la moulinette, elle fait pas de sens. Quand on utilise le nom des praticiens, ça fait pas de sens de faire un modèle. Donc non, on va avoir des très bons modèles. On a passé des projets, on va multiplier par, à mon avis, 10, 20, 30 le nombre de patients qu'on va analyser. Et là, on pourra avoir des certitudes ou pas sur les modèles qu'on va créer. Ok, merci. Alors ensuite, peux-tu clarifier ce qu'est le facteur de confusion? Question de David Baillet. La matrice de confusion, oui, c'est lorsqu'on vient mettre en opposition les prédictions qui sont faites par nos modèles, à savoir est-ce que vous avez ou pas le Covid, alors que lui, il ne sait pas la décision qui a été prise par le praticien. Donc à l'aveugle, il fait ses décisions. Donc ça, c'est la vision qui est faite par notre modèle de machine learning et qu'on vient confronter ça avec la réalité. Donc cette matrice de confusion, c'est voilà ce que je te prédis, et dans la réalité, est-ce que j'ai eu tort, est-ce que j'ai eu raison? Donc là, les deux modèles, par exemple, il y en a un qui était bon 96% du temps, il était complètement en accord avec la réalité. Hélas, il utilise les noms des praticiens, donc il est très en accord avec les praticiens qui sont faits. Et le deuxième, qui est légèrement moins bon, 85% du temps, il est en accord avec la réalité, et 97% sur quand il prédit Covid, la personne a réellement Covid. Donc c'est ça la matrice de confusion. Si on vient mettre, ces deux visions en conflit. Ok, merci à toi. Ensuite, question de Eric Aquaron. Alors, bon, la première, c'est est-ce que le but est d'avoir une application sur téléphone qui dit est-ce que j'ai le Covid? Bon, réponse rapide, hein, parce que j'en ai d'autres. Non, non, c'était pas l'objectif. Non, Ouais. Ah, honnêtement, c'est plutôt une question. l'objectif c'est de laisser ça dans la main de ceux qui sont spécialistes, donc les médecins et ceux qui font. Donc non, non, on passe quand même par le médecin et c'est eux qui peuvent. En fait, l'idée là, c'est d'avoir une sorte d'intelligence commune. On a tous nos médecins généralistes qu'on fait des diagnostics, alors qu'on n'a pas de test réel, et bien on peut utiliser cette intelligence commune pour la transformer en un modèle, et on va venir regarder comment on se compare à ce modèle. Si un modèle peut-être va dire je suis qu'à 100% sûr que celui-là est Covid, parce que l'ensemble de tous les autres médecins vont dire Covid, peut-être qu'on va passer un peu plus de temps sur ce use case-là, et peut-être que un modèle qui va dire bah, je suis sûr qu'il n'a pas Covid, celui-ci, c'est parce qu'il n'a pas tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Peut-être qu'on peut faire confiance à tous ses pairs et dire bon, ben, celui-là, je vais plutôt lui dire que c'est une angine, que c'est une grippe, que c'est autre chose, et ainsi de guider la décision. Mais non, non, on ne fera pas d'application. Alors ensuite, pourquoi un jeu de données 50-50 entre le positif, enfin, entre les positifs et les négatifs, car ça semble déjà être un biais de la réalité versus, non pardon, un biais par rapport à la réalité de l'infection. Alors non, enfin, non, c'est un biais pour compenser l'observation qui est faite par le praticien. Donc imaginez que c'est une plateforme qui est là pour on va dire, mesurer ou reporter, renseigner des consultations réelles de patients qui étaient suspectés Covid. Donc on ne voit pas la vraie population française. C'est-à-dire que si vous n'avez rien, si vous n'avez aucun symptôme, si tout se passe bien, vous n'allez pas vers cette plateforme-là. Vous n'allez pas être redirigé et les praticiens qui ne vont pas vous voir ne vont pas vous renseigner sur cette plateforme. Donc cette plateforme, elle est biaisée dans le sens où toutes les personnes qu'elles vont voir, elles auront tendance, et on le voit, elles ont tendance à être diagnostiquées Covid finalement par le praticien. Donc c'est cette plateforme plutôt qui est biaisée. Cette plateforme, elle voit trop de gens Covid par rapport à la réalité. Donc il y a deux solutions pour compenser ça. Là, dans ce cas d'étude, ben, j'ai utilisé la solution où je crée des patients qui sont très proches de la réalité, légèrement différents, qui ne sont pas diagnostiqués Covid par les docteurs. La vraie solution, ben, c'est simplement augmenter le panel de patients et venir ajouter des patients qui vont être diagnostiqués une angine, un rhume, une grippe, n'importe quelle maladie, dans cette plateforme qui est spécialisée Covid. Et là, on va vraiment voir la vraie prévalence du Covid dans la population. Et on peut en être sûr que, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est sûr que 85% des gens n'ont pas eu des symptômes Covid.